Karnak. Ce simple mot fait rêver et réveille en nous des souvenirs de la lointaine et fastueuse civilisation égyptienne. Et de fait, il en constitue les restes sans doute les plus impressionnants. Karnak est un complexe religieux dédié au dieu Amon-Ré, grand dieu solaire, devenu le plus important des dieux égyptiens au Nouvel Empire, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère. Ce temple se situait dans la ville de Thèbes, capitale de l'Égypte à cette époque, et ville très peuplée puisqu'on l'estime à 1 million d'habitants. Le clergé d'Amon était très puissant et faisait de ce sanctuaire un véritable État dans l'État. Les pharaons profitaient de cette puissance et faisaient régulièrement ériger de nouveaux bâtiments dans le sanctuaire où ils rendaient le culte et remerciaient les dieux pour leur protection et la pérennité de l'Égypte. On y trouve des bâtiments, des obélisques, des statues colossales, d'innombrables colonnes, des reliefs, des hiéroglyphes, des couleurs, des blocs de pierre tombés, un véritable inventaire que nous vous convions à explorer. Au bout du Dromos, la voie sacrée, se dresse le temple de Karnak. Consacré à Amon-Ré, le grand dieu solaire protecteur de la plupart des pharaons du Nouvel Empire, entretenu et animé par un clergé très nombreux et très puissant, sa visite est de celles qui marquent tous les voyageurs. Plus qu'un temple, c'est un ensemble de plusieurs sanctuaires, dédiés à Amon, à son épouse Mout et à Khonsou, leur fils, et s'étendant sur plusieurs dizaines d'hectares. Chaque pharaon, de Sésostris Ier au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'aux Grecs de l'époque ptolémaïque, a voulu ajouter sa pierre à ce qui est aujourd'hui le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Il était dénommé Hypetsut dans l'Antiquité, ce qui signifie la place très vénérée. En effet, outre les 3 grands dieux, on y adorait de nombreux autres dieux qui y possédaient un temple plus ou moins important. Cependant, le sanctuaire le plus grand, placé au centre du site, était celui d'Amon-Ré, le dieu solaire le plus adoré sous le Nouvel Empire. Son enceinte ouvre par le pylône le plus monumental, mais aussi le plus récent, car construit seulement au IVe siècle avant Jésus-Christ par le pharaon Nectanebo. On ne peut qu'imaginer l'émerveillement des visiteurs et premiers archéologues devant cette immense cité de pylônes, colonnes, cours, reliefs et peintures sur des dizaines d'hectares. Le peintre anglais David Roberts en a laissé de nombreuses images lors de son séjour de 1838, alors que le dégagement du temple avait à peine commencé. L'égyptologue français Jean-François Champollion est tout autant fasciné lorsqu'il visite le site en 1829. « J'allais enfin au palais, ou plutôt à la ville de monuments, à Karnak. Là m'apparut toute la magnificence pharaonique, tout ce que les hommes ont imaginé et exécuté de plus grand. Aucun peuple, ancien ni moderne, n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens. L'imagination s'arrête et tombe impuissante au pied des 140 colonnes de la salle hypostyle de Karnak.
Étudié et inventorié lors de la campagne d'Égypte par les équipes de scientifiques accompagnant Bonaparte, le futur empereur Napoléon Ier, le site ne sera fouillé et dégagé qu'après 1858. On a remonté un certain nombre de colonnes, notamment celle de la grande salle hypostyle qui s'était écroulée à grand fracas en 1886. Mais il reste encore beaucoup à faire, tant dans le complexe religieux que dans l'ancienne cité de Thèbes qui l'entourait. Karnak, c'est vraiment le lieu de tous les excès, de la démesure, mais aussi de la beauté et de la perfection de l'art et de la civilisation égyptienne. Comme dans la plupart des sanctuaires, le temple d'Amon est organisé en une succession de pylônes et couloirs alternant avec des cours et des salles hypostyles. Le premier pylône est précédé de la fameuse allée de Sphinx qui, ici, ont conservé leur tête de bélier. Ce type de sphinx, associant la force du lion et l'ardeur du bélier, fait référence au dieu Amon-Ré, en symbolisant la puissance physique et l'énergie fécondante du dieu. Ils tiennent entre leurs pattes la statue du pharaon Ramsès II qu'ils protègent. À l'origine, il s'agissait de statues de 2 pharaons antérieurs, mais Ramsès II fit remplacer leur nom par le sien. Après avoir franchi le premier pylône, on pénètre dans une grande cour que l'on appelle la cour des Bubastides. Ce nom fait référence aux pharaons de la 22e dynastie, qui terminèrent son aménagement au début du premier millénaire avant Jésus-Christ et qui étaient originaires de Bubastis, une cité située dans le delta du Nil. Si beaucoup d'éléments qui la composaient ont disparu, c'est peut-être à cause de visiteurs peu scrupuleux, désireux de partir avec un souvenir ou de laisser la trace de leur passage. C'est ainsi que l'on trouve dans cette cour de nombreux graffitis de ces voyageurs, dont les plus anciens remontent à l'expédition de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Heureusement que ce genre de pratique a été interdit, sinon tous les murs seraient recouverts. Sur la gauche de cette cour, dans le coin sud-ouest, une construction basse ouvre sur 3 salles allongées, portant des niches sur le mur du fond. La salle centrale est la plus grande. Il s'agit d'un temple reposoir construit sous le pharaon Séti II, fils de Ramsès II, vers 1200 avant Jésus-Christ, à un moment où la cour n'existait pas encore. Il s'agissait d'une étape dans la procession des statues et chapelles sacrées d'Amon-Ré, de son épouse et de son fils, vers Luxor, lors de la grande fête d'Opet. Les barques qui portaient les statues sacrées étaient placées dans ces salles, devant lesquelles la population pouvait les voir. Elles étaient ensuite portées vers un petit embarcadère du Nil, pour être transportés par bateau jusqu'au temple d'Amon-Min de Luxor, à environ 2,5 km. Quelques reliefs sont encore visibles, malgré l'usure du temps. Ils représentent des scènes d'offrandes aux dieux, notamment celle à la triade thébaine Amon-Ré, Mout et Khonsu, assis sur des sièges dans la chapelle principale. On y voit également le bélier porteur du disque solaire, emblème de l'énergie d'Amon-Ré. Au centre de la cour,
Une colonne garde le souvenir d'un édifice qui en comptait 10, supportant de lourdes architraves en pierre et un simple plafond de bois, comme une salle hypostyle. Avant la création de cette cour, la longue allée de sphinx à tête de bélier se poursuivait jusqu'ici. Ils ont été déplacés pour orner la base de la colonnade qui entoure cet espace. Enfin, dans le coin nord-est de la cour, se situe l'entrée d'un autre grand monument qui s'étend largement au-delà de la colonnade de la cour. Il s'agit d'un autre temple reposoir, construit par le pharaon Ramsès III qui régna de 1186 à 1154 avant Jésus-Christ. L'entrée, en forme de pylône, est protégée par 2 colosses royaux, tandis que sur les murs, des reliefs montrent le roi en vainqueur devant le dieu Amon. L'intérieur est long de 60 mètres et est divisé en plusieurs salles selon le plan classique d'un temple. La première cour est cantonnée d'un portique décoré de statues du pharaon sous l'aspect du dieu Osiris. Le corps entouré d'un suaire, il a les bras croisés et porte le fouet et le sceptre, symbole du pouvoir du dieu autant que celui du pharaon. Les blocs des piliers et le mur du fond de la cour portent de nombreux reliefs et textes en hiéroglyphes. Il s'agit de prières et d'invocations aux dieux, les hiéroglyphes recelant en eux-mêmes une part de sacré qui convient bien à ces textes. Dans la religion égyptienne, ce qui prime, c'est la réalisation parfaite du rite religieux qui garantit la stabilité du monde. D'où les innombrables représentations de scènes d'offrandes qui évoquent les cultes rendus quotidiennement par un clergé représentant le pharaon. Un couloir au fond de la salle est encadré de 2 niches et donne accès à un vestibule soutenu par 4 colonnes. Là s'arrêtaient les fidèles à qui il était interdit d'aller plus loin. Ils ne pouvaient donc pas s'avancer dans la salle hypostyle. Comme dans tous les temples égyptiens, il s'agit d'une salle comportant de nombreuses colonnes, reliées entre elles par de grands linteaux de pierre reposant sur les chapiteaux et portant eux-mêmes un plafond, ici de pierre. Cette salle n'était donc guère éclairée, ou seulement de manière indirecte. L'impression de sacré devenait beaucoup plus forte. Tout dans cette salle portait des décors en relief, le plafond, les linteaux, les colonnes de la base aux chapiteaux, les murs. Certains ont même encore conservé leur couleur. Et là aussi, comme partout, ce sont des scènes d'offrande aux dieux de la triade thébaine, Amon-Ré, Mout et Khonsu, entremêlées de lignes de textes de formules rituelles indispensables à connaître dans la religion égyptienne. Si les conventions artistiques sont toujours là, le style de ces reliefs est plus élégant, les figures plus allongées. Les sculpteurs n'hésitent pas à creuser profondément une ligne autour du corps pour accentuer le contraste entre l'ombre forte et la douceur du modelé des figures. Finalement, la cour des Bubastides, plus tardive, est venue entourer l'allée et les temples antérieurs, donnant une nouvelle unité à cet ensemble.
côté est, derrière la colonne qui reste du petit édifice central, le deuxième pylône mène à la salle hypostyle. Très abîmé, il n'en reste que la partie centrale. Les deux blocs latéraux ne sont plus que des masses informes, mais encore fort imposantes. Le pylône mesurait 14 mètres de large à sa base et était long de 98 mètres. Il a été érigé par le pharaon Horémeb, qui succéda en 1327 avant Jésus-Christ à Toutankhamon, après en avoir été le conseiller le plus proche. Il fut terminé par la dynastie suivante, celle des Ramsès. Il est précédé de deux statues colossales en granit rose de 15 mètres de haut. L'une, comme l'autre, présente le pharaon Ramsès II, accompagné de la petite statue de sa fille, la princesse Bentata, qui fut aussi sa femme. Cependant, celle de gauche fut usurpée vers 1050 avant Jésus-Christ par le pharaon Pinedjem, ancien grand prêtre de Karnak. En effet, elle porte son nom, mais elle est identique à l'autre et est caractéristique de l'art à l'époque de Ramsès II. Cette pratique de la réutilisation de statues ou de monuments était très courante. Ainsi, dans le pylône lui-même, les constructeurs ont réemployé des pierres provenant de monuments réalisés sous le pharaon Akhénaton, le prédécesseur de Toutankhamon. Quant au relief qui le recouvre, tous les visages des dieux ont été sciemment martelés, sans doute au début de l'époque chrétienne. Avec ses 134 colonnes de 14 et 24 mètres de haut, le spectacle de la grande salle hypostyle de Karnak reste unique et a profondément marqué les nombreux visiteurs qui s'y sont rendus. La salle mesure en effet 102 mètres de long pour 53 mètres de large. La circonférence des colonnes mesure entre 6 et 10 mètres. Tout est démesure, et pourtant tout est ordre et harmonie grâce à la parfaite organisation de la salle. La salle hypostyle était censée représenter une forêt de papyrus plongeant ses racines dans l'eau du Noun, la nappe d'eau souterraine. Elle symbolisait ainsi la végétation arrosée par le Nil qui inondait les terres chaque année lors de la crue. Et de fait, le soubassement de la salle était inondé tous les ans. En 1899, cette montée régulière de la nappe phréatique ayant provoqué le pourrissement des pierres, les colonnes et les murs de la salle s'effondrèrent dans un fracas épouvantable. Ce sont les archéologues et ingénieurs français qui reçurent mission de la remonter. La salle était recouverte d'un toit de pierre, dont la partie centrale était plus haute et portait des claustras, des fenêtres qui donnaient un éclairage important. En revanche, les parties latérales de la salle étaient pratiquement dans la pénombre. Les architectes ont joué avec ces effets de lumière. Les colonnes, reprenant la forme du papyrus, ont des chapiteaux fermés dans la partie sombre, alors que ceux des colonnes centrales sont ouverts sous l'effet de la lumière. Pour construire un géant pareil, on suppose que l'on remplit la salle de briques d'argile ou de gravier jusqu'au niveau de l'architrave, puis qu'on la déblaya progressivement
en gravant les reliefs sur les murs et les colonnes de haut en bas. Tous les murs portent des reliefs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle. Disposés en registre, ils ont été réalisés essentiellement sous le pharaon Séti Ier, puis sous son fils Ramsès II, notamment dans la partie sud de la salle. Les thématiques de ces reliefs sont en accord avec la fonction de cette grande salle dans le temple. La partie sud servait à introduire le roi vers le lieu de purification. Les décors montrent des scènes de fondation, de procession, notamment avec des barques sacrées, et d'introduction royale auprès des différents dieux. Ramsès II se présente dans différentes positions devant les dieux les plus importants, Amon-Ré ou Amon-Min. Voulant faire vite, les sculpteurs ont travaillé selon la technique du relief en creux, creusant un profond sillon délimitant les figures. Ils creusèrent ensuite les silhouettes de manière à faire apparaître le modelé des personnages, les détails de leurs vêtements ou du fond en relief. Ces reliefs constituent une extraordinaire source d'informations sur la vie en Égypte à la grande époque du Nouvel Empire. Dans la partie nord de la salle, le pharaon recevait l'ultime purification et revêtait les vêtements sacerdotaux avant de pénétrer dans le temple proprement dit. La scène la plus célèbre montre Séti Ier mené par la déesse Hathor qui le tient par la main, devant Amon-Ré assis sur un trône et son épouse. Les décors sont plus anciens et réalisés selon une technique de bas-relief. On observe aussi les différences de style dans les décors des colonnes, alternant reliefs très fins et lignes de hiéroglyphes en décors en creux très marqués. Ils devaient réagir de manière très différente à la lumière. Des statues de pharaons étaient placées entre les colonnes. Ils participaient ainsi à l'atmosphère sacrée qui devait irradier littéralement dans cette salle. Derrière la salle hypostyle, la zone est pour le moins tourmentée. Non seulement elle est très abîmée, mais en plus elle a été transformée à de nombreuses reprises. La cour menant au temple d'Amon, proprement dit, a été encadrée par 2 pylônes et cantonnée de 6 obélisques, dont il ne reste plus qu'un seul édifié par Thoutmôsis Ier et datant du début du XVe siècle avant Jésus-Christ. Haut de 23 mètres, pesant 143 tonnes, sa base est un carré de 2 mètres de côté. Il a été sculpté en un seul bloc de granit rose et a reçu de multiples inscriptions incisées profondément au centre, plus finement sur les côtés. Parmi toutes ces inscriptions, on remarque de nombreux cartouches réservés au nom du roi. La forme allongée et fermée par une sorte de nœud symbolise tout ce que le soleil entoure et protège ainsi le nom du pharaon. Juste derrière, le 4e pylône, construit sans doute par le même pharaon Thoutmôsis Ier, fut longtemps la véritable entrée du temple. Il est aujourd'hui très abîmé, car la plupart des parements de calcaire ont été récupérés
pour être transformé en chaux au Moyen Âge. Les inscriptions indiquent que les 2 piliers de la porte étaient surmontés de 2 mâts en cèdre avec des pointes dorées. Derrière se trouve la cour Wadjit, la verdoyante, à la croisée des axes de circulation du temple d'Amon-Ré. Initialement, il y avait un temple dans une simple cour. Puis, le pharaon Thoutmôsis Ier la fit transformer en une salle hypostyle de colonnes papyriformes, servant de vestibule d'introduction et de montée royale vers le temple. C'était une salle fermée, décorée de colosses du pharaon dressés contre les murs. Elle fut modifiée par la fille de Thoutmôsis Ier, la reine Hatshepsut, qui y fit dresser une paire d'obélisques de près de 30 mètres, dont un seul est encore debout. D'après les inscriptions, il fallut seulement 7 mois pour tailler les 2 obélisques dans le granit d'Assouan. Ils étaient entièrement plaqués d'électrum et devaient étinceler au soleil. Plus tard, le successeur de la reine Hatshepsut les fit enfermer dans une enceinte qui les masquait complètement, sauf la pointe. Il est temps maintenant de se diriger, à travers un couloir relativement étroit, encadré de nombreux restes de petites salles ainsi que de ceux du 5e pylône, vers les salles les plus sacrées. Nous voilà au cœur même du temple, dans le sanctuaire des barques sacrées, là où était gardée la barque sacrée d'Amon et sa statue reposant sur un socle. Ce sanctuaire est composé de 2 salles, un vestibule et le sanctuaire proprement dit. Elles étaient ouvertes des 2 côtés, est et ouest, de manière à être éclairées matin et soir. Là, seuls les prêtres et le pharaon pouvaient accéder. Ces salles sont très tardives. Elles ont remplacé le sanctuaire plus ancien, remontant à Thoutmôsis III et datant du milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Il ne reste que quelques décors, car les murs ont beaucoup souffert d'avoir été enfouis dans le sable. Ensemble très bien conservé, l'Akhménou a été rajouté par le pharaon Thoutmôsis III derrière le temple d'Amon. Il est constitué de plusieurs parties, notamment d'une très grande salle à colonnes et piliers que l'on appelle la salle des fêtes et de 2 ensembles de salles au sud et au nord. Il servait aux cérémonies jubilaires qui redonnaient force, santé et jeunesse au pharaon. Certaines salles portent encore les socles des statues qu'elles renfermaient. Parmi ces salles, une a conservé un décor d'une grande richesse, alliant sculpture et peinture d'une grande fraîcheur. On y voit le roi Thoutmôsis III, officiant devant le dieu Amon, que l'on reconnaît à la couleur bleue de sa peau. Le roi se présente au dieu pour lui déclamer des formules rituelles et procéder aux rites demandés par la liturgie. Il porte tantôt la grande couronne bombée de la Haute-Égypte, tantôt la couronne rouge, plate à fond relevé de la Basse-Égypte, c'est-à-dire le nord du pays. Il peut également porter la double couronne,
symbole de son pouvoir sur l'ensemble du territoire. Jetons un dernier coup d'œil sur les 2 obélisques encore debout dans la cour, celui de Thoutmôsis Ier et celui d'Hatchepsout, qui sont comme 2 phares dans l'immensité de ces ruines. Revenons sur nos pas et prenons la direction du sud à partir de la cour Wadjit. Une simple porte ouvre sur une grande cour. Cette cour a reçu le nom de cour de la Cachette, car l'archéologue français Georges Legrain y trouva, au début du XXe siècle, presque 800 statues de pierre et 17 000 petits bronzes et ex-voto témoignant de la ferveur des rois et des populations durant des siècles. Comme ces objets encombraient le passage, ils avaient été enterrés sous le pavement de cette cour à une époque plus tardive. Ils sont aujourd'hui conservés au musée du Caire. Formant transition avec les pylônes en direction du sud, elle a été aménagée par Ramsès II puis son fils Méneptah dans le courant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les murs portent de nombreux décors en relief, ainsi que plusieurs textes politiques importants. Le traité que le pharaon Ramsès II passa avec les Hittites, ainsi qu'un texte racontant la lutte et la victoire de Méneptah contre les peuples de la mer qui faisaient des ravages dans toute la Méditerranée à cette période. L'axe nord-sud fut aménagé par 2 grands pharaons de la XVIIIe dynastie, Hatchepsout, régente, qui finit par prendre le trône, et son successeur, Thoutmôsis III. L'un après l'autre, ils érigèrent 2 pylônes, le 7e et le 8e, créant une voie processionnelle et rythmant des cours qui pouvaient accueillir les fidèles lors des cérémonies au dieu Amon. Selon le schéma traditionnel, le 7e pylône est précédé de statues colossales du roi Thoutmôsis III, représentées en pharaon et sous la forme d'Osiris, et de statues plus petites incarnant la majesté royale. Sur le pylône lui-même et à son revers, il est représenté sous forme gigantesque, en train de battre ses ennemis qui l'attrapent par les cheveux. À côté de niches qui devaient contenir des obélisques de taille impressionnante, des pieds sont les seuls restes subsistants de statues tout aussi imposantes. Si l'on reste impressionné par les murs massifs portant quelques reliefs et les statues colossales qui les précèdent, on ne peut qu'imaginer la sensation que devaient ressentir les Égyptiens devant les cours entourées de colonnades imposantes, les pylônes précédés de colosses, d'obélisques et de mâts en bois, recouverts de gigantesques reliefs, le tout orné de couleurs chatoyantes et d'or. L'effet au soleil ne pouvait que donner corps à la croyance en la toute-puissance d'Amon-Ré et au rôle essentiel du pharaon dans le maintien de la stabilité du monde. Et qu'importe si Ramsès II, quelques décennies plus tard, fit refaire les reliefs, se mettant à la place de ses prédécesseurs, les scènes de présentation et d'offrande aux dieux restant toujours les mêmes pour garantir cette pérennité. Les dernières cours et les ultimes pylônes de cet axe ont subi de lourdes transformations après la période d'Akhénaton.
celui-ci fut l'auteur d'une véritable révolution religieuse, tentant d'imposer le dieu Aton en haut de la hiérarchie religieuse égyptienne, en lieu et place d'Amon. Il fit construire plusieurs temples et structures à Karnak même, qui furent détruites par Horémeb, successeur de Toutankhamon et restaurateur de la puissance d'Amon. C'est lui qui fit construire les 9e et 10e pylônes, en utilisant et en dissimulant dans le corps même de ses portes les talates, les pierres qui appartenaient aux constructions d'Akhénaton et qu'il fallait faire disparaître. Ainsi, ce motif porte encore des traces de martelage de motifs antérieurs, à peine dissimulés sous les nouvelles incisions. La dernière cour, jonchée de ces fameux talates, et le 10e pylône, très ruiné, marque les confins du sanctuaire. Ils permettent aussi l'accès au temple de Khonsu, situé dans la partie sud-ouest du complexe de Karnak. Petit temple aux dimensions modestes, il est l'un des monuments les mieux conservés de Karnak. En outre, il est très homogène dans sa construction, car il fut réalisé en quelques décennies au cours du XIIe siècle avant Jésus-Christ par différents Ramsès. Le pylône porte lui aussi des reliefs sur sa façade, où l'on voit de nouveau le pharaon présenter des offrandes aux différents dieux, comme Amon-Ré ou Amon-Min. Le tout accompagné de nombreuses formules rituelles gravées tout autour. L'intérieur de ce temple s'étend selon un plan modèle, avec une cour entourée de portiques à laquelle tous les fidèles avaient accès. Les colonnes sont, comme souvent, inspirées de la forme du papyrus, le fût large arrondi dans la partie basse, le chapiteau en forme de fleur fermée. D'innombrables décors en relief peint ont été conservés, malgré une forte usure. Les couleurs sont chatoyantes, selon une palette très claire, blanc, rouge, bleu et jaune ou or. Elles soulignent les formes architecturales, les figures et les hiéroglyphes et donnent l'impression que l'on entre littéralement dans un tableau. Au-delà de la cour, un vestibule mène à l'espace réservé aux dieux. Formé de 3 allées cantonnées par des colonnes, il porte également de très nombreux décors. Les scènes figurées sont réalisées dans un léger relief, tandis que les hiéroglyphes sont creusés de manière plus ou moins accentuée. Comme un peu partout, on y trouve de très nombreuses scènes d'offrandes et de présentations aux dieux, comme celle du pharaon agenouillé, présentée par la déesse Hathor. Colonnes, architraves portent également de nombreux reliefs, notamment des formules rituelles et le nom du ou des pharaons qui ont réalisé la salle et les rites au dieu Khonsu. Ce vestibule donne accès à la salle hypostyle menant à la chapelle reposoire de la barque sacrée du dieu, puis au Saint des Saints où il réside. Là, seuls les prêtres et le pharaon pouvaient pénétrer. On
On y retrouve les mêmes reliefs d'offrandes aux dieux réalisés par Pharaon, notamment celle à la triade thébaine que l'on reconnaît sur un des murs. D'abord Amon-Ré, suivi de Mout, son épouse, et de Khonsu, son fils, à la tête de faucon surmonté d'un disque lunaire, à qui est dédié ce temple. Traités selon la technique en creux, ces reliefs jouent beaucoup sur les effets de contraste entre la lumière et l'ombre. Les colonnes de la chapelle reposoire sont cannelées. Elles entourent le socle sur lequel reposait la barque qui transportait la statue divine lors des fêtes du sanctuaire, notamment celle de Lopet, où la triade partait pour Luxor. Sur les murs, le pharaon présente des offrandes à Amon-Ré, notamment une petite coupelle portant la déesse Maat, reconnaissable à la plume qui surmonte sa tête, symbole de la justice nécessaire à l'équilibre du monde. À l'est des pylônes de l'axe nord-sud, on trouve également une pièce d'eau, le lac sacré. L'eau était essentielle dans la religion égyptienne, tout autant dans le récit de la création du monde que pour les rituels de purification et d'offrande. Des escaliers permettaient aux prêtres d'y descendre, tandis que dans un angle, un nilomètre mesurait la hauteur de la crue, véritable cadeau des dieux à l'Égypte. Nous allons visiter le musée de Luxor, complément naturel de la visite du temple de Karnak, qui recèle des statues qui avaient été enlevées du temple par les premiers archéologues au XIXe siècle. Inauguré en 1975, il a été réaménagé avec une muséographie très moderne, grâce à laquelle les œuvres exposées sont vraiment mises en valeur. On y trouve de nombreux restes de statues de pharaons, à commencer par cette tête d'Amenhotep III du XIVe siècle avant Jésus-Christ, qui appartenait à une statue colossale découverte en 1957 dans les fouilles de son temple funéraire. Juste à côté de cette tête colossale, nous sommes accueillis par une statue incomplète du pharaon Thoutmôsis III du XVe siècle avant Jésus-Christ. Grand bâtisseur, notamment à Karnak, il fut entouré de très grands artistes, comme en témoigne cette magnifique statue de pierre grise. Le sculpteur a détaillé la finesse des traits du pharaon toujours jeune, réussissant à allier la force de sa musculature avec la rondeur et la régularité de ses traits. La première grande salle présente plusieurs œuvres associées à Toutankhamon, jeune pharaon mort à 17 ans, mais devenu célèbre avec la découverte de sa tombe inviolée au début du XXe siècle. Ainsi, ce sphinx présentant des offrandes est-il représenté avec la tête du jeune roi que l'on retrouve incarnant également le dieu Amon juste à côté. Réalisé au temps de Ramsès Ier, dans le courant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, on l'identifie au dieu Amon, le grand dieu de Thèbes, grâce à son vêtement et à sa coiffe, constituée d'une couronne plate surmontée de 2 grandes plumes. Découvert par hasard en 1966, cet ensemble statuaire montre le pharaon Amenhotep III protégé par le dieu Sobek. Ramsès II usurpa ensuite la statue et y fit apposer son nom à la place de celui de son prédécesseur.
Le sculpteur a réussi un véritable tour de force esthétique, car il parvient à équilibrer la perfection du visage et du corps du pharaon avec la force et l'aspect bestial du dieu. Poursuivant notre visite, nous sommes accueillis par une statue du pharaon Amenhotep II de la XVIIIe dynastie à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ et qui était dans le temple d'Amon à Karnak. Les traits réguliers sont caractéristiques du classicisme de la sculpture de cette période. Juste à côté, le pharaon Amenhotep III est agenouillé aux pieds du dieu Amon qui devait le couronner, comme semblent l'indiquer les gestes de ses bras en partie disparus. Le pharaon porte les fouets, un signe de pouvoir, et la couronne képrèche, couronne d'apparat symbolisant la victoire. Une statue étonnante se trouve au fond de la salle. Il s'agit du pharaon Ramsès VI qui régna vers les années 1140 avant Jésus-Christ. Il est représenté comme un vainqueur, tenant un prisonnier libyen par les cheveux et une hache dans sa main droite. Plusieurs symboles attestent de sa force. Le lion entre les jambes du prisonnier et Horus, le dieu faucon derrière sa couronne. Dans une autre partie du musée récemment aménagée, on trouve d'autres statues de pharaons. Par exemple, celle de Sestrosis III, représentée ici en Osiris, le dieu des morts. Cette statue était accolée contre un pilier dans une cour du temple d'Amon à Karnak, imposant ainsi l'idée que le roi, le dieu solaire Amon et le dieu funéraire Osiris formaient un tout inséparable. Ici, on peut voir un buste d'Amenhotep Ier, qui fut l'un des tout premiers rois de la XVIIIe dynastie, laquelle constitue la période la plus fastueuse de la civilisation égyptienne au XVIe et XVe siècle avant Jésus-Christ. Ici, une statue d'Amenhotep IV qui deviendra le pharaon Akhénaton et qui, vers 1360, tenta de se défaire de l'influence du clergé d'Amon, tout-puissant à Karnak. Il instaura une nouvelle capitale, à Tel el-Amarna, et le remplaça par le dieu Aton, qui devient prééminent par rapport à Amon. Il changea son nom, devenant le pharaon Akhénaton. Les critères artistiques furent totalement bouleversés. Ces statues sont immédiatement identifiables. Le visage est très allongé, l'ossature saillante et les traits exagérés, refusant l'idéalisation des représentations des rois précédents. En revanche, il conserva les différents types de représentations du pharaon. Ainsi, la grande statue du musée le montre avec la barbe postiche, les bras croisés portant les attributs du pouvoir, le sceptre et le fouet. Après la reprise du pouvoir par le clergé d'Amon, survenu au temps de son successeur Toutankhamon, toutes les statues et les constructions d'Akhénaton furent détruites et enterrées. C'est pourquoi tous les restes de cette période sont fragmentaires. C'est le cas, par exemple, de ce mur reconstitué à partir de centaines de morceaux de petits blocs de pierre que l'on appelle les talates. Après sa mort, elles furent détruites et les blocs furent utilisés pour d'autres constructions avant d'être détruits à leur tour, surtout par le temps. Les égyptologues se sont donc trouvés face à un gigantesque puzzle, mais ont réussi à reconstituer un de ces murs, long de 18 mètres, qui portait un décor gravé et peint. On y voit d'innombrables personnages se livrant à toutes sortes d'activités quotidiennes, dans un style déjà en pleine évolution.
Les scènes sont très proches de celles que l'on trouve dans les tombes de la même période. Les bergers s'occupent des troupeaux, tandis que l'on cultive les champs, que l'on porte les sacs de grains au silo et que l'on transporte des lourds paniers remplis de victuailles au temple. Aujourd'hui, on a retrouvé près de 50 000 de ces talates qui, une fois reconstituées, donneront une image extrêmement vivante de l'Égypte au temps d'Akhénaton. Les yeux éblouis, les visiteurs quittent Karnak marqués à jamais par la grandeur et la magnificence de cette civilisation égyptienne. Rien ne semblait arrêter les prêtres et les pharaons dans leur reconnaissance aux dieux, et ce gigantesque sanctuaire en est la preuve. Des milliers de personnes ont œuvré pendant des siècles à la construction de cet ensemble jamais achevé. Ils ont inventé des techniques inouïes pour réaliser de véritables exploits architecturaux. Ils ont passé des heures et des heures à graver, inciser et peindre des reliefs qui couvrent tous les murs et rendent vivant une culture, des croyances et un monde pourtant disparu depuis plus de 3000 ans.